Alors, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce webinaire dans le cadre de la plateforme sur la prise en charge des maladies rares. Donc, je suis le docteur Sacomano, je suis médecin vasculaire et président de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux de PACA. Et je suis ravi de pouvoir continuer à travailler avec la plateforme pour réfléchir et essayer de fluidifier la prise en charge des patients présentant des maladies rares. Alors aujourd'hui, on va être avec le docteur Maxime Tesser, qui est chef de clinique des universités et assistant des hôpitaux, dans le centre de référence des maladies rares qui porte notamment sur le syndrome néphrotique idiopathique et glomérulonéphrite extramembraneuse et le laboratoire d'immunologie du CHI de Nice et qui est également étudiant en thèse de sciences à l'IRCAN. Maxime, je te laisse la parole pour nous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Et comme d'habitude, on se laisse à peu près une vingtaine de minutes de présentation et puis une dizaine de minutes pour les questions éventuelles qu'il pourra y avoir. Maxime, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci à la plateforme Résilience pour l'organisation de ces webinaires et pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre centre de référence maladies rares qui s'intéresse à une pathologie auto-immune qui s'appelle le syndrome néphrotique idiopathique et également la glomérulonéphrite extra-membraneuse. Ce centre de référence est dirigé par le professeur Barbara Zeispolski, donc dans le laboratoire d'immunologie de thérapie cellulaire du CHU de Nice. Voici le plan que je vous propose de suivre aujourd'hui. On va commencer par une introduction sur le syndrome néphrotique. Donc, qu'est-ce que le syndrome néphrotique? C'est une pathologie qui touche le filtre du rein. Dans cette pathologie, donc, le filtre du rein est percé et va donc laisser passer dans les urines une grande quantité de protéines. Les urines passant dans les urines, notamment l'albumine, vont alors manquer dans le sang. Cette pathologie, à terme, elle peut aboutir, si elle n'est pas dépistée et traitée précocement, à une insuffisance rénale. Voici un schéma un peu plus scientifique dans lequel on voit ces filtres du rein qui sont les glomérules. En conditions physiologiques, le sang arrive dans les filtres via un vaisseau sanguin. Ils contiennent donc du sang, des globules rouges, pardon, des protéines et des déchets. Normalement, les trous dans le filtre ne permettent de laisser passer que des petites molécules, dont les déchets. Et le sang en ressort donc épuré avec la même quantité de protéines et de globules rouges. Lorsque ces filtres souffrent, comme dans le cas de nos pathologies du syndrome néphrotique, il y a donc le passage dans les urines de protéines, dont l'albumine et parfois également de globules rouges. On voit alors dans le sang une diminution de la quantité de protéines. Il y a un certain nombre de maladies différentes qui peuvent affecter le glomérule et donner lieu à un syndrome néphrotique qui correspond finalement à un symptôme. Parmi ces maladies, celles qui nous intéressent tout particulièrement au centre de référence sont ces trois pathologies. Donc, on a la glomérulonéphrite extra-membraneuse, qu'on appellera GEM dans la suite de la présentation, et également ce qu'on appelle le syndrome néphrotique idiopathique, qui comprend deux pathologies, la hyalинose segmentaire et focale, et la néphropathie à lésion glomérulaire minime. Ces pathologies sont des pathologies qui sont rares. Comme vous pouvez le voir, la GEM, elle touche 1,2 à 1,7 adultes pour 100 000 et par an. Le syndrome néphrotique idiopathique chez l'adulte, c'est 1,2 à 16,9 pour 100 000 enfants. C'est plus rare chez l'adulte. C'est une maladie qui touche plutôt l'enfant ou l'adulte jeune et donc a tendance à diminuer en incidence avec le vieillissement. Ces pathologies ont des mécanismes physiopathologiques qui sont à peu près similaires, c'est-à-dire que ce sont des pathologies qui sont médiées par le système immunitaire, avec à la fois un rôle de l'immunité humorale et de l'immunité cellulaire. C'est mieux connu dans la GEM, la physiopathologie, un peu moins dans le SNI, dans le syndrome néphrotique idiopathique, mais il y a de nombreuses études en cours auxquelles nous participons notamment pour comprendre les mécanismes qui participent au développement de ces pathologies. Donc ce système immunitaire va venir agresser le glomérule à l'origine de l'apparition de protéines dans les urines et d'une dysfonction rénale sur le long terme si la pathologie n'est pas traitée correctement et suffisamment précocement.
Les symptômes, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas du tout spécifiques, ce qui peut retarder le diagnostic. Les principaux symptômes sont une asthénie, la présence d'une surcharge hydrosodée, notamment des œdèmes, les jambes qui gonflent, une hypertension artérielle, une prise de poids et parfois une découverte fortuite en médecine générale sur une bandelette urinaire ou à la médecine du travail. Tous ces symptômes doivent alerter, notamment les œdèmes, le médecin qui reçoit le patient, et ça doit conduire le plus rapidement possible à la réalisation soit d'un bilan urinaire et sanguin, soit un dépistage qui est relativement facile de réaliser en médecine de ville, la bandelette urinaire. Donc ça, en cas de positivité, doit donner lieu à une consultation spécialisée, notamment dans notre centre de référence. La physiopathologie de la maladie, comme je vous disais, est relativement peu connue encore à l'heure actuelle. On sait que c'est des mécanismes qui sont multiples et intriqués. Il y a un emballement du système immunitaire qui va donc donner lieu à ce qu'on appelle une pathologie auto-immune. Le système immunitaire s'attaque à nos propres organes. Il y a des facteurs génétiques prédisposants. Et également des facteurs environnementaux, des infections virales, certains médicaments, mais également certains facteurs professionnels. Et ça, c'est notre équipe qui l'a bien montré. On a montré qu'en fait, les patients qui étaient atteints de syndrome néphrotique travaillaient essentiellement dans les milieux du BTP et étaient plus exposés à certains toxiques professionnels. On va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet sur notre centre de référence. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs centres de référence syndrome néphrotique idiopathique et GEM en France, mais ces centres sont essentiellement localisés à Paris. Nous sommes le seul centre en province sur le sujet, donc on embrasse une grande partie des patients du Sud-Est. Donc notre équipe est en fait composée de 2 équipes qui travaillent en parallèle, dont notre équipe adulte qui est dirigée par le professeur Ziespolski. On a ensuite plusieurs médecins, ingénieurs et attachés de recherche clinique à travailler dans cette équipe adulte. On a également une équipe pédiatrique donc qui traite essentiellement les sujets atteints de syndrome néphrotique avant 18 ans, mais il y a quand même une relation extrêmement étroite entre nos 2 équipes, pardon, avec des échanges très fréquents. On fait des consultations de transition pédiatrique à adulte et on fait également des réunions de concertation pluridisciplinaires communes pour les cas complexes afin de garantir la meilleure prise en charge possible à tous les patients dans notre centre de référence. Notre centre de référence est en lien très étroit avec le laboratoire d'immunologie qui est également dirigé par le professeur Ziespolski. Notre laboratoire d'immunologie a reçu la distinction de laboratoire de référence pour le suivi de ces syndromes néphrotiques. Et donc, voilà, comme je vous disais, un lien étroit entre le laboratoire d'immunologie et le centre de référence. Le laboratoire d'immunologie, finalement, fait toutes les analyses immunologiques spécialisées qui permettent de garantir le meilleur suivi, la meilleure prise en charge de nos patients au centre de référence. Voici quelques chiffres concernant notre activité clinique. Ce sont les chiffres de l'année dernière. Notre fil actif de patients comprend 115 patients atteints de glomérulonéphrite extra-veineuse et 68 atteints de syndrome néphrotique idiopathique. Ça ne concerne que l'équipe adulte. On est en train de rassembler les chiffres pour l'équipe pédiatrique. Cela donne lieu à 493 consultations médicales. Il faut savoir qu'on est 2 médecins au centre de référence, donc on a beaucoup d'activités de consultation et également 52 consultations paramédicales, donc que ce soit des infirmières en pratique avancée, des diététiciennes ou psychologues. On a également une activité de réunion de concertation pluridisciplinaire au niveau national avec une RCP qui est mensuelle et également une RCP régionale que l'on organise de manière hebdomadaire. Et l'année dernière, nous avons traité 136 cas qui provenaient de toute la France, essentiellement bien entendu des cas compliqués qui nécessitent un avis d'expert. En parallèle, notre activité de consultation donne lieu à des hospitalisations de jour, 107 l'année dernière. Ces hospitalisations de jour correspondent essentiellement à des traitements, l'administration de traitements immunosuppresseurs. Ces syndromes néphrotiques étant des maladies auto-immunes, on les traite donc via des immunosuppresseurs et parmi eux, le plus fréquent étant le rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-lymphocyte B, donc qui diminue la production d'anticorps pathogènes.
Notre activité donne lieu également à 49 hospitalisations l'année dernière, des hospitalisations initialement pour le diagnostic et rarement pour des complications de syndrome néphrotique. En tant que centre de référence au niveau national, on a participé à la rédaction du protocole national de diagnostic et de soins du syndrome néphrotique idiopathique et on a rédigé le premier protocole national de diagnostic et de soins de la glomérulonéphrite extra-membraneuse en novembre 2022. Ces PNDS correspondent en fait aux recommandations françaises pour la prise en charge des pathologies rares. Donc, vous voyez, on a participé à la rédaction de ces deux documents de référence. Avec le soutien de la Société savante de néphrologie, dialyse, transplantation, on a également participé à la rédaction de fiches de synthèse pour nos collègues spécialisés en néphrologie ou non spécialistes. Donc de fiches de synthèse qui permettent d'avoir des messages clés sur la prise en charge et le diagnostic de la GEM ou du syndrome néphrotique idiopathique de l'adulte. Et donc elles sont disponibles en libre accès sur le site de la Société française de néphrologie, dialyse, transplantation. En parallèle, notre centre de référence a développé un programme d'éducation thérapeutique que nous avons financé avec l'aide de la filière maladies rares ORCID. Il faut savoir que c'est le premier programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de syndrome néphrotique en France. Lors de ces séances, on aborde toutes les facettes de la pathologie, que ce soit les bases de la maladie, de sa prise en charge, les traitements, les règles hygiéno-diététiques. Il y a des échanges qui ont lieu entre des patients experts et les patients qui participent à ces séances. On aborde également l'intérêt de la vaccination et la place de la médecine du travail, puisque, comme je vous l'ai dit, le travail via l'exposition à des toxiques peut favoriser le déclenchement de cette maladie, mais notre pathologie, via les symptômes et les traitements qui s'en suivent, peuvent également compliquer l'activité de nos patients. Donc, on est vraiment centré sur le patient et sur son intégration sociale et professionnelle. Et donc, on a vraiment voulu intégrer ce volet dans notre programme d'éducation thérapeutique. Ce programme d'éducation thérapeutique, donc je vous le disais, c'est le seul qui est disponible en France. Donc on le réalise en présentiel pour les patients locaux, mais il y a également un format d'IETP, donc en ligne via Teams pour les patients qui sont un peu plus loin du centre de référence ou pour les autres patients de France. Et l'année dernière, on a traité une 50aine de cas avec des patients de Nice, mais également d'autres centres, notamment du nord de la France, par exemple. On travaille en étroite collaboration avec une association qui s'appelle l'Association des malades atteints de syndrome néphrotique. Cette association a développé une application portable de télésurveillance qui permet aux patients d'être en contact étroit avec les membres du centre de référence et donc d'échanger en cas, par exemple, de signes qui pourraient évoquer une rechute, qui nous permettent également d'échanger sur les prochains rendez-vous ou toute autre problématique qui pourrait toucher le patient. Donc ça, on est un des premiers centres en France à avoir accepté de participer à ce programme. Et donc, on propose systématiquement maintenant à nos patients de télécharger l'application pour entrer dans ce programme de télésurveillance. Notre équipe est également impliquée de manière très importante en recherche clinique et fondamentale. Donc, on a une équipe qui est donc au sein de l'IRCAN, l'Université Côte d'Azur. Comme vous pouvez le voir, on publie beaucoup sur le sujet. Jusqu'à l'année dernière, on avait 136 articles sur le syndrome néphrotique et on en a publié plusieurs depuis l'année dernière. Donc, une équipe qui est à la fois structurée en recherche clinique, c'est-à-dire directement centrée sur le patient, et une recherche plus fondamentale qui vise à creuser un peu plus les mécanismes physiopathologiques de la maladie pour à terme également avoir des bénéfices sur la prise en charge des patients. Donc, ces équipes de recherche sont également dirigées par le professeur Zeispolski. Et on a d'étroites collaborations avec d'autres équipes du CHU, d'autres équipes de l'Université Côte d'Azur ou du Centre Antoine Lacassine, par exemple, toujours en lien avec l'immunologie. Donc, en termes de recherche, nous avons deux objectifs principaux qui sont une meilleure compréhension de la physiopathologie du syndrome néphrotique et l'amélioration de la prise en charge des patients. Pour ce qui est de la physiopathologie,
on a un sujet qui nous intéresse tout particulièrement, qui est l'impact de l'environnement sur la pathologie, sur le syndrome néphrotique. En effet, vous pouvez le voir dans cette publication, les auteurs ont mis en évidence que l'incidence de la GEM, donc qu'on appelle MN en anglais pour membranous nephropathie, était en augmentation croissante au cours des dernières décennies. Une des hypothèses, ce sont l'exposition finalement à l'environnement qui se modifie au cours du temps, et notamment la pollution. Dans ce papier, les auteurs ont démontré qu'il existait une très forte corrélation entre l'incidence de la GEM, vous pouvez le voir à gauche, et le niveau d'exposition aux polluants et notamment les particules fines. Plus l'exposition aux particules fines était importante, plus l'incidence de la maladie elle était en retour. Notre équipe s'est donc intéressée depuis longtemps sur le sujet. Nous avons fait des recherches dans rétrospective initialement à Nice et dans la région niçoise. Nous avons mis en évidence que les patients atteints de syndrome néphrotique vivaient essentiellement dans des zones urbaines. Il y avait également quelques patients qui vivaient dans des zones plus reculées, rurales, où ils étaient moins exposés aux particules fines. Et ces patients qui étaient en dehors des zones urbaines avaient une inflammation, une activité immunologique de la maladie qui était moindre. Vous voyez, il y a des patients qui avaient un niveau élevé de molécules d'inflammation qu'on appelle l'interleukine 17, et ces patients étaient plus exposés aux polluants que les patients qui avaient une faible inflammation dans le sang, une faible activité immunologique de la maladie. Pour éclaircir le lien entre pollution et maladie, nous avons obtenu un financement ANR pour développer un modèle de souris dans lequel nous déclenchons la maladie, nous exposons plus ou moins les souris à de la pollution. Et donc, ce modèle fonctionne. Comme vous pouvez le voir, on a à gauche une souris qui est saine et à droite une souris malade qui développe donc des œdèmes. Donc là, on est en train de poursuivre nos recherches et dans l'objectif donc d'éclaircir ce lien entre pollution et GEM. On dispose également d'une biobanque nationale de sérum, l'idée étant de stocker et d'archiver le plus possible de sérums de patients pour pouvoir rechercher des biomarqueurs de la pathologie et améliorer la connaissance physiopathologique de ces maladies. Concernant notre deuxième objectif, améliorer la prise en charge des patients, nous avons pour objectif principal de personnaliser le traitement. Comme vous le savez, tous les patients sont différents par des facteurs génétiques, anthropologiques, biologiques ou histologiques. Et donc, l'idée étant de ne pas proposer le même traitement pour tous, mais de proposer un traitement adapté, personnalisé à chaque patient atteint de syndrome néphrotique. Pour ça, nous avons obtenu le financement de 2 PHRC qui sont en cours. Le premier qui s'appelle PMMN et le deuxième qui s'appelle Airetux. Concernant le premier PHRC, l'objectif est de personnaliser le traitement selon le degré d'activité immunologique de la maladie dans la GEM. Dans la GEM, il existe des anticorps qui sont dirigés contre un antigène, une protéine du glomérule qui s'appelle PLA2R. Au stade initial de la maladie, il y a une immunisation contre une seule partie de la protéine. Et plus la maladie progresse, plus il y a d'immunisation contre d'autres domaines de la protéine, ce qu'on appelle le phénomène d'épitope spreading. Et ça, c'est le professeur Zespolski qui l'a démontré lors de sa thèse de sciences. Les patients qui présentent ce phénomène d'épitope spreading ont un pronostic plus défavorable avec une maladie plus active et ils nécessitent souvent des traitements répétés ou à plus forte dose pour entrer en rémission. Donc, pour personnaliser le traitement de ces patients, nous avons développé ce PHRC dans lequel on compare un bras de traitement classique, conventionnel, où tous les patients reçoivent le même traitement à la même dose au même moment. Dans le bras personnalisé, c'est un peu compliqué sur le schéma, mais on personnalise le traitement en fonction de l'épitope spreading avec des doses et des initiations du traitement qui sont plus ou moins précoces et des doses plus ou moins fortes en fonction de l'activité immunologique. Donc vraiment un traitement personnalisé aux patients. Et lorsqu'on regarde le taux de rémission au cours du temps, on voit que le traitement personnalisé fait mieux que le bras conventionnel.
Notre deuxième PHRC, c'est le PHRC iRetux. Encore une fois, on s'intéresse au rituximab. Comme je vous ai dit, c'est le traitement qu'on utilise en première intention dans le syndrome néphrotique et notamment dans la GEM pour détruire les lymphocytes B, la production d'auto-anticorps. Dans le syndrome néphrotique et notamment dans la GEM, on a mis en évidence que les patients, notamment ceux qui avaient un syndrome néphrotique sévère, présentaient une fuite urinaire du médicament dans les urines, le rituximab étant lui-même une protéine. Les patients qui avaient un sous-dosage en médicaments étaient plus à risque d'échec thérapeutique, comme vous pouvez le voir ici, que ceux qui avaient une exposition qui était convenable aux médicaments. Et donc, en collaboration entre le centre de référence, l'équipe de pharmacologie, notamment le docteur Dester, et une start-up niçoise qui s'appelle ExactCure, avec l'aide de Sylvain Benito, nous avons développé un outil prédictif grâce à l'intelligence artificielle, un outil qui permet donc de prédire le risque de sous-dosage en fonction d'un certains paramètres cliniques ou biologiques qui sont que l'on peut facilement obtenir. En fonction de ce risque de sous-dosage, on propose de personnaliser la dose de traitement en l'augmentant ou en la diminuant, de manière à ce que tous les patients, finalement, reçoivent une dose efficace de médicaments, quelle que soit la gravité de leur maladie. Et donc ça, ce PHRC est en cours et il y a un bras contrôle comme notre PHRC dans lequel on compare à la prise en charge conventionnelle, c'est-à-dire une prise en charge identique pour tous. Donc avec ces deux PHRC, on s'intéresse vraiment à la prise en charge, à la personnalisation du traitement par rituximab. Ce rituximab, il agit au niveau de l'immunité humorale. Mais comme je vous ai dit également au début, il y a un rôle également de l'immunité cellulaire qui est un peu moins connu et à l'heure actuelle, on ne dispose pas de traitement dans le syndrome néphrotique qui agissent sur cette immunité cellulaire. Dans notre papier que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'exposition aux polluants dans la région niçoise, nous avons mis en évidence que les patients qui avaient cette inflammation IL-17 la plus élevée étaient également plus à risque de rechute de la maladie par rapport aux patients qui avaient moins d'inflammation IL-17. Nous avons donc retenu ce marqueur comme un marqueur d'intérêt et un marqueur qu'on souhaiterait finalement pouvoir contrôler. Nous avons, grâce au CHU de Nice, obtenu 3 appels d'offres internes pilotes afin de développer des études pour personnaliser le traitement et agir sur cette voie IL-17. La première étude, c'est l'étude Biogem, c'est une étude in vitro, c'est-à-dire qu'on récupérait du sang de patients et que l'on traitait dans le tube de sang avec différents traitements immunomodulateurs pouvant bloquer cette voie IL-17. À partir de ces données in vitro, on a sélectionné plusieurs traitements qui étaient efficaces pour bloquer cette voie IL-17 et on a mis en place des études pilotes sur un petit nombre de patients, une dizaine de patients à chaque fois, toujours grâce au financement par le CHU de Nice, pour évaluer in vivo chez l'homme l'effet de ces traitements. Et donc, ces études sont en cours. En fonction des résultats de cette étude, on sélectionnera bien entendu les traitements les plus efficaces pour les étudier dans des études de plus grande ampleur, contrôlées, randomisées, comme nos 2 PHRC précédemment cités. Notre modèle de GEM chez la souris permet également d'identifier des biomarqueurs d'intérêt de pronostic, par exemple, de la maladie, avec pour objectif de personnaliser encore une fois les traitements, que ce soit des traitements immunomodulateurs, immunosuppresseurs, voire des thérapies cellulaires, puisque notre laboratoire d'immunologie a également une activité de thérapie cellulaire et génique. Notre centre de référence a également une activité d'enseignement au sein de l'Université Côte d'Azur et dans d'autres facs via un diplôme interuniversitaire d'immunopathologie. À l'Université Côte d'Azur, nous avons un Master 1 de recherche pour initier les étudiants en médecine aux activités de recherche clinique et fondamentale. Nous sommes également responsables de cours d'immunologie et d'immunopathologie à l'Université Côte d'Azur et on participe également à des cours de néphrologie. Et dans le cadre de notre activité à l'IRCAN, on a également des encadrements de stages de Master 1, de Master 2 et de thèse de sciences. On participe également chaque année à des congrès nationaux ou internationaux, donc que ce soit le congrès de néphrologie, d'immunologie, de néphrologie pédiatrique, et également par exemple des congrès européens ou américains.
On est en étroite collaboration avec des associations de patients, et notamment, je vous l'ai cité tout à l'heure, l'association des malades atteints de syndrome néphrotique, avec qui nous organisons chaque année une réunion annuelle dans laquelle les médecins sont au contact avec les patients ou les parents de patients pour présenter les avancées, notamment dans le domaine de la recherche, dans le domaine des traitements du syndrome néphrotique idiopathique et de la GEM. J'ai bientôt fini, donc il est possible de nous joindre via une adresse mail générique où donc nous sommes tous les membres du centre de référence sur cette adresse mail, donc on répond très rapidement. S'il y a des cas compliqués, on peut nous solliciter via cette adresse mail pour en discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire. On a également notre site internet où on a toutes les informations relatives à l'éducation thérapeutique, aux travaux de recherche ou aux consultations qui sont disponibles, également notre numéro de téléphone. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Maxime, pour cette fluidité dans cette présentation et qui passe vraiment, qui fait un très beau panorama de toute l'activité du labo et du centre de recherche et de prise en charge de ces maladies rares. Comme toujours, on va se laisser quelques minutes s'il y a des questions. Donc, pour les questions, soit vous activez votre micro et vous la posez directement, soit si vous êtes plus timide, vous pouvez aussi la poser directement sur le chat et Sabia va s'en faire la porte-voix. Peut-être juste en attendant que certains participants éventuellement se manifestent, moi j'aurais une question concernant justement ce recrutement des patients. Habituellement, il se fait comment? C'est-à-dire, voilà, on a vu les signes cliniques, mais à quel moment on se dit, bah tiens, là c'est vraiment quelque chose de spécifique qui a besoin du centre de référence. Oui, très bonne question. Alors, il y a plusieurs types de recrutement. C'est vrai que les patients ils vont souvent arriver avec, comme vous dites, les symptômes et donc vont passer en hospitalisation pour un certain nombre d'entre eux. Donc, le service d'hospitalisation de néphrologie avec qui nous collaborons étroitement nous adresse alors les patients pour lesquels le diagnostic est fait. Il y a également certains néphrologues de ville, enfin, il y a beaucoup de néphrologues de ville de toute la région avec qui on est également en contact étroit et qui donc vont faire le diagnostic de leur côté et vont nous adresser les patients ou nous demander notre avis pour la prise en charge. Et enfin, il y a même des patients qui sont très impliqués dans leur prise en charge et qui vont aller faire de la recherche bibliographique et qui vont voir qu'on est très impliqué en recherche clinique et qui vont nous solliciter directement. Donc, on a vraiment différents types de recrutement. Voilà, une étroite collaboration avec tous les acteurs de santé dans la région et même au niveau national. Et donc là, alors je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc j'en profite. Donc ça veut dire que ces personnes-là contactent le service directement par l'adresse mail, directement par le numéro de téléphone et ça génère une consultation, un hôpital de jour ou une hospitalisation éventuelle plus prolongée. Oui, voilà, c'est ça. Et notre adresse mail générique, on est tous connectés dessus. On répond rapidement. Donc, s'il y a besoin de consultation ou d'avis, tout se fait via l'adresse mail essentiellement. Voilà, c'est le moyen le plus rapide, le plus efficace pour nous joindre. D'accord. Toujours pas de questions. Pas Donc, de questions. voilà, j'enchaîne. Donc ça, c'est pour l'entrée dans la prise en charge hein, et dans le service. Le suivi, est-ce que justement après, il est remis sous la responsabilité et la surveillance, entre guillemets, de la ville? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'il y a également tout type de prise en charge. Alors, c'est une maladie rare et qui est en effet complexe à traiter. Donc, les patients sont souvent suivis essentiellement par nous pour le côté prise en charge du syndrome néphrotique. Après, on est aussi en contact étroit avec tous les néphrologues de la région. Donc, à ce moment-là, s'il y a des difficultés de prise en charge, on fait des consultations, des suivis conjoints pour les patients, par exemple, qui habitent un peu loin, dans le Var ou même plus loin en Corse, où ils doivent prendre l'avion. Donc, on peut faire des consultations conjointes, des suivis conjoints, c'est-à-dire que nous, on les voit une fois par an pour faire des suivis immunologiques spécialisés, puisque notre laboratoire est laboratoire de référence pour ce suivi. Ça ne se fait pas dans tous les laboratoires de ville. Donc, on peut faire voilà, des consultations conjointes, mais la plupart des patients sont suivis
sont suivis par nos soins directement à Nice. On fait également beaucoup de téléconsultations. On s'adapte au mieux pour que ça n'impacte le moins l'activité socio-professionnelle de nos patients. Puisque ce sont souvent des patients jeunes et actifs, donc on fait tout notre possible pour éviter les répercussions de la pathologie dans leur vie quotidienne. Merci. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions? Là, je vois pas trop de questions au niveau des participants. J'avais une question par rapport à l'IETP parce que généralement, il y a les programmes de TP et il y a l'IETP Mhm. et est-ce que en fait, comment ça se passe, pour l'IETP? Comment vous arrivez à maintenir, à être sûr que les personnes suivent et enfin, comment ça se passe? Alors, on fait les deux en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont en même temps que la séance d'IETP avec nous dans la salle, et les patients qui le souhaitent, en fait, on les contacte régulièrement. On fait à peu près des séances tous les mois ou tous les 3 mois. Donc, on les contacte par mail ou par téléphone. On leur envoie un lien Teams qui permet donc de se connecter sans avoir rien à télécharger. Donc, ça, on a une équipe très impliquée qui les contacte régulièrement, les patients, pour leur proposer ce programme d'éducation thérapeutique. Mais ils sont souvent très intéressés, les patients eux-mêmes ou leurs familles, pour participer à ce programme, puisque c'est vrai qu'en consultation, on leur donne beaucoup d'informations sur la pathologie, mais c'est une pathologie qui est complexe. Donc, souvent, il faut passer par ce programme pour vraiment qu'ils comprennent en détail la pathologie et les traitements qui s'en suivent. C'est quoi qu'est-ce que vous avez en fait, quelles sont les principales en fait difficultés que vous avez pour prendre en charge ces patients? Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des moments en fait dans le parcours de ces patients-là qui créent une rupture en fait dans le parcours de soins? Mmh. Alors, comme je l'ai dit, c'est les symptômes qui sont en fait, qui parlent peu, et donc les patients n'ont pas l'impression, d'être malades en fait, donc ça peut donner lieu des fois à des consultes qui sont ratées. Donc comme on insiste vraiment auprès des patients, on leur propose, on insiste pour qu'ils participent à ce programme d'éducation thérapeutique, pour qu'ils comprennent que même s'il y a pas forcément de symptômes, il faut qu'il y ait un suivi qui soit régulier avec des prises de sang, des examens d'urine réguliers pour pouvoir dépister le plus tôt possible les rechutes, les prendre à charge de manière efficace et éviter qu'à terme, il y ait des problèmes d'insuffisance rénale qui s'installent. Mais c'est vraiment voilà, ces symptômes qui parlent peu, et donc les patients n'ont pas l'impression d'être malades en fait, pour certains d'entre eux en tout cas. Merci. Y a-t-il une ou des dernières questions de la part des participants? Sinon, je crois que c'était parfaitement clair et vraiment extrêmement fluide, je le répète. Donc, on a vu les coordonnées et l'adresse du centre si on veut vous contacter. Comme d'habitude, Sabia va remettre cette vidéo directement sur la page où elle pourra être reconsultée. Donc, n'hésitez pas à transférer également le lien pour que le message passe. Et puis, comme ça, il y aura les coordonnées aussi qui seront bien indiquées pour pouvoir vous contacter. Un très très grand merci pour cette présentation. Merci à Passez vous. une très très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau séminaire sur ces maladies rares. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à Merci, tous. très bonne journée. Au revoir. Au revoir.